Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de vous présenter le Moser 98K avec sa lunette ZF39 de chez Ares. Avant toute chose, je souhaite remercier Ares pour son précieux soutien, ainsi qu'à Déstockage Games, sponsor et partenaire pour cette vidéo, sur les consommables comme d'habitude. Vous pourrez retrouver le lien de Déstockage Games ainsi qu'un code promo pour avoir une petite réduc en description. À chaque début de vidéo sur les Moser, puisqu'il en existe maintenant une bonne dizaine de références différentes, voire une quinzaine avec les variantes bois plastique, je pose la question, est-ce qu'on a enfin le Moser parfait? On répondra à cette question à la fin de la vidéo. Cela fait des années que la communauté d'Airsoft Seconde Guerre réclame des répliques d'Airsoft faites avec du vrai bois et du vrai métal, voire de l'acier. Parce que le Zamac, ça a bien 5 minutes, mais c'est de la merde. Mais maintenant qu'on a enlevé le Zamac de cette réplique, eh ben il faut en payer le prix. Donc on commence niveau facture. Comptez 500 $ pour la version classique, plus frais de port, plus frais de douane évidemment, et environ 700 $ pour la version avec lunettes ZF39. Finalement, le GG en version classique, il est aussi cher. Mais lui, il était fait en Zamac. Je crois qu'il y avait une arnaque là. Les prix de vente que m'ont communiqué Ares sont les suivants. 515 $ pour la version classique, 643 $ pour la version avec montage et lunettes, et les boutiques sont libres de mettre le prix qu'elles veulent, donc à vous de comparer. Ah lol, un vrai coûte aussi cher. Ah parce que tu vas faire de l'airsoft avec un vrai, toi? L'idée de l'airsoft, c'est de pouvoir réutiliser le mec en face. Donc compare ce qui est comparable s'il te plaît. Ares peut vendre la lunette à part, puis vous la montez vous-même grâce à un kit pour percer les Moser aux bons endroits. Ceci dit, une fois que vous avez fini avec le kit de perçage, vous pouvez le remettre en vente ou le prêter à quelqu'un d'autre qui voudrait installer une lunette sur son Moser. Ce sera toujours bon à prendre. Moi, j'avais galéré pour mettre les lunettes sur mon Tanaka. Juste à la Dremel. Ce qui fait que là, le support, il est collé. Je ne le démonterai plus jamais. Vous pourrez retrouver un kit chez Ares en direct où ils vendent la lunette plus le montage pour 155 $, ainsi qu'un kit de perçage pour 41,50 $ en plus. Le kit de perçage a sa notice évidemment, et vous pourrez retrouver le lien de ce kit en description. À savoir que finalement, ce montage tourelle haute est compatible pour tous les Moser qui existent en Airsoft, pas que pour Ares. En parlant d'accessoires, je vous conseille aussi de prendre ce petit outil pour démonter proprement votre votre fusil, pardon. Et 12 $, franchement, pour un truc comme ça, c'est pas cher. Cela dit, je n'ai pas encore trouvé de magasin qui proposait l'ensemble au détail pour le moment, à part Ares eux-mêmes. Mais si vous avez l'occasion de prendre le kit déjà monté, prenez-le, ce sera fait comme ça. La réplique fonctionne avec des petits clips qui servent de chargeur. Vous pourrez les retrouver pour 7,40 $ par chargeur. Enfin, un truc pas cher. C'est normal que ce soit pas cher, parce que c'est en plastique et c'est pas très solide. J'y reviendrai après. Non mais après, il y a plein de raisons qui expliquent un prix aussi important. Donc avant de quitter cette vidéo en disant « De toute façon, c'est trop cher pour moi, les prix c'est abusé, c'est devenu n'importe quoi », eh ben restez un peu et vous comprendrez. Parce que niveau esthétique, si vous voulez un Moser 98K, eh bien c'est lui qu'il faut avoir. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai cherché les pièces en Zamac, et ben j'en ai pas trouvé. Tout est aimanté, tout est en putain d'acier. Et j'ai manipulé cette réplique, j'ai tiré des centaines de billes pour mes tests de tir, et j'ai même pas réussi à lui faire une rayure sur le métal. Quand à l'opposé, le SMLE de chez SNT en prenait à mort des rayures. Ici, la culasse et le levier d'armement sont restés intacts. Bon, à part une toute petite rayure sur le levier de sûreté. Parce que oui, c'est pas une peinture, c'est un bronzage à chaud qu'on a dessus, j'ai l'impression. Alors si c'est une peinture, elle est vachement bien faite. Résultat, on a un poids de 4100 grammes pour la réplique, ce qui me fait un poids réaliste. Et la lunette fait 430 grammes avec le montage, et elle est un poil plus légère qu'une vraie, puisqu'elle est en alu et non en acier. Il y a un ami qui m'a demandé, mais à quoi ça sert que ce soit si lourd? Et ben en fait, à part le réalisme, j'ai pas su répondre. C'est vrai que quand vous tirez debout comme ça, à force, ça peut devenir lourd. Faut muscler les petits bras du Néo. Ah mon bras, putain. Et la sensation lorsque vous armez la culasse, c'est d'une fiabilité, d'une facilité sans pareil. Il n'y a aucun jeu, ça glisse super facilement, même si c'est un spring, c'est fluide et ça fait peu de bruit. Le bois étant lamellé collé comme un vrai, mais il est en meilleur état qu'un vrai évidemment. Après, si c'est simulé, eh ben c'est vraiment très bien fait, je crois que c'est du vrai. Mais ça ne me tente même pas d'y toucher. Là, c'est d'origine, c'est sorti de boîte, et je n'y touche pas. Parce que pourquoi changer quand c'est déjà beau? La réplique dispose d'une culasse noire qui a son axe de butée du ressort à l'horizontale cette fois. Ici, pas à la verticale. Ce qui change, c'est qu'une fois la culasse ouverte,
on a un gros trou à l'arrière. Attention donc aux saletés. Mais ça fait que vous pouvez démonter votre culasse en 2 secondes, en enlevant l'axe ici, et changer le ressort en 2 minutes. Puisque l'axe latéral, c'est l'éjecteur finalement. C'est vraiment pas con du tout, même si du coup ça rajoute un petit relief sur le côté droit qu'on n'a pas en vrai. Mais c'est vraiment pas con du tout parce que du coup, c'est simple à démonter. Pas comme sur toutes les autres répliques Spring que j'ai déjà pu vous présenter, où il faut tout démonter pour pouvoir accéder au ressort. Et ceci dit, comme on a des trous sur les côtés de la culasse, eh bien on devine le ressort quand il est culasse fermée. Petit souci de réalisme, mais pas trop grave vu que tout est noir. Et on voit donc si la réplique est armée ou pas, puisque le percuteur, à l'arrière, lui, il ne bouge pas lors du tir. C'est dommage pour ce point, certains Moser Airsoft ont cette fonctionnalité, surtout ceux qui sont à gaz. Le bouchon de culasse comporte le levier de sûreté. Même si c'est un fusil à lunettes, ne mettez pas la sûreté spéciale tireur d'élite. Je n'ai pas trouvé la moindre photo d'époque avec ce levier différent. Sur un vrai, la position haute, ici c'est la sûreté, et la position droite bloque en plus la culasse. Ici la position est à droite, je peux ouvrir le levier, mais pas la culasse. Il y a du progrès, c'est bien, mais normalement c'est le levier complet qui est bloqué. Mais ceci dit, quand le drapeau est à la verticale, normalement on est censé pouvoir ouvrir la culasse. Et là, c'est pas possible, ça bloque également. Et tant qu'on est sur la culasse, on a un petit intervalle entre le tonnerre et le bout de la culasse. Donc si jamais il y a une ou plusieurs billes qui viennent se caler là, vous pourrez les virer sans avoir à tout démonter. Genre si vous remontez mal votre canon de précision, ça peut donner ça. Petit problème, il y a tout le chargeur qui est remonté. Parce que oui, au moment où vous ouvrez la culasse, le nozzle entraîne le canon complet. Ce n'est pas juste la culasse qui bouge, mais l'ensemble intérieur, et le canon est monté sur ressort pour garder une étanchéité maximale entre le bloc hop-up et le nozzle. Et on retrouve cette étanchéité maximale au moment de refermer la culasse. Ce qui fait qu'en réel, vous vous armez 2 ressorts. Le premier, lorsque vous ouvrez la culasse, là j'ai armé le ressort de la culasse, et quand vous refermez, vous compressez le ressort qu'il y a autour du canon interne dans le canon externe. Mais c'est un ressort très léger, vous ne vous en rendrez même pas compte. A noter que l'extracteur, il est là, mais il est totalement simulé, il est indépendant de la culasse. La réplique fonctionne avec des chargeurs de 20 billes. Il s'en sert par le dessous et il y a une petite trappe qui s'ouvre avec une vis qui est en fait un levier de verrouillage. Il faut pousser vers l'arrière pour ouvrir la trappe. Par contre, attention, s'il reste des billes dedans, vous allez toutes les perdre. Et attention parce que la trappe, elle est libre, il n'y a pas de ressort. Donc quand vous retournerez votre réplique pour mettre le chargeur, la trappe va se refermer toute seule violemment. Et le petit tenon de verrouillage, qui est en acier, viendra s'écraser sur le bois. Et à la longue, ça l'abîme. Ça les abîme! Le chargeur, c'est le point noir de la réplique, à mon sens. Il est très particulier. Déjà pas bien réaliste. Un clip tout en longueur aurait été mieux. Mais il y a de l'idée parce que ça passe dans les cartouchières de car, que ce soit en cuir ou en toile pour les Fallschirmjäger. Mais là où on met 2 clips en vrai, ici on ne met qu'un seul chargeur. Un seul à chaque fois, mais ça passe. 2 d'un coup, peut-être en quinconce. Non, c'est un coup, est-ce que ça sert? Non. La double pénétration, c'est pas trop fait pour ça. Du coup, ce que je vous préconise, c'est quand elles sont pleines, tête vers le bas, et quand elles sont vides, vous les mettez tête vers le haut. Vous voyez direct si c'est vide ou pas. Et au passage, ça sécurise parce que ce petit bitonio là, il est très sensible. Il suffit juste de l'effleurer un tout petit peu pour ou vous lâchez le chargeur et puis parce que bon, c'est du plastique, faut pas l'oublier, c'est fragile. Ouais, on y est. Niveau taille, on y est. Lorsque vous insérez les chargeurs, il faut juste le poser. Comme ceci. On a une petite lame ressort à l'intérieur. Et il ne faut surtout pas appuyer dessus. Si vous appuyez dessus, vous libérez les billes et après au moment de refermer la trappe, eh ben, vous allez perdre l'intégralité du chargeur dans la réplique. Il faut juste poser le chargeur, puis on appuie sur la trappe et on verrouille. Voilà, là je suis approvisionné. Et si vous ouvrez la trappe, le clip tombera tout seul parce qu'il n'est pas verrouillé dans le compartiment. Ce qui fait que si vous avez des billes encore dans le clip, vous allez les perdre. Et autre défaut, vous ne pourrez tirer qu'entre 10 et 14 billes par chargeur, bien qu'ils contiennent 20 billes. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a le couloir d'alimentation à remplir. Donc pour choper les dernières billes, si vous voulez pas les perdre, il faudra retourner le fusil au moment de refermer votre culasse. Comme ceci. Et là, vous pouvez tirer.
c'est renversant. Attention cependant, il arrive que la trappe, avec les vibrations lors du tir, eh bien elle s'ouvre un petit peu. Je sais pas si c'est un rodage qui est nécessaire parce que j'ai l'impression que ça me fait de moins en moins, mais c'est à surveiller pour éviter de perdre vos chargeurs. À partir du moment où vous voyez que vous n'armez plus rien, c'est que soit vous avez plus assez de billes dans le chargeur, soit que la trappe est légèrement entrouverte. Après ceci dit, j'ai la paume dessus, donc ça se sent rapidement si ça bouge. Et puis pour le remettre en place, un coup de petit doigt et c'est reparti. Et en parlant de petits doigts, cette transition, les butées latérales, elles sont vachement enfoncées je trouve, ici et là. Elles servent réellement de vis, c'est vraiment des butées. Mais il ne devrait y en avoir qu'une seule qui a 2 trous. Au niveau des doigts, ça fait bizarre de les voir enfoncés comme ça. Ce que je viens de dire peut paraître dégueulasse, sorti de son contexte, encore une fois. Mais j'ai pas fait exprès. Et tant qu'on parle des trous chelous, titre! La lame ressort à l'avant, elle est vraiment trop enfoncée dans le bois. Et trop tordue du coup. Idem pour l'embouchoir qui est un peu trop épais. Mec arrête, tu vas te faire bloquer par YouTube pour propos pornographiques. Mais je salue grandement le réalisme de la partie avant. On a un embouchoir qui est séparé du tenon de baïonnette. Et de mémoire, je crois que c'est la première fois que je vois ça sur une réplique d'Airsoft. Sauf sur la dernière version du Moser de chez SNT. Et c'est dommage parce que pour une fois, l'embouchoir ici n'est pas moulé dans la masse. C'est une pièce indépendante qui peut s'enlever comme ça. Mais là où on ne change pas une équipe qui gagne, la tige de nettoyage est toujours minuscule, puisqu'elle s'arrête là. Et chez moi, elle est coincée, voire même collée. Une baïonnette originale ne passe pas sur la réplique, ça bloque au niveau du tenon. Question de sécurité, j'imagine. Si vous voulez vraiment l'adapter, il faudra fraiser. Le réglage de la hausse, il est fluide, il est limpide aussi. Ça sent le vrai acier dur et solide. Et monté sur lame ressort, évidemment. Peut-être un jour je mettrai un bois original dessus, mais pour le moment je n'en ressens vraiment pas le besoin, c'est déjà un vrai bois solide d'origine. La réplique a pris quelques coups dans mes tests et transports, mais ça ne fait que quelques rayures qui donnent du cachet à la réplique. Ah là par contre c'est dommage, l'intervalle entre le garde-main supérieur et le reste du bois. Un ajustage qui est assez mal fait. La vis à l'arrière du pontet est un peu trop présente. Une vraie devrait être un petit peu plus enfoncée, mais la forme est déjà meilleure que les vis rondes que les autres marques de Moser ont pu faire. Mais dommage, il manque la vis de verrouillage sur la partie avant. Mais j'imagine que ça aurait été compliqué de la reproduire vu que celle-ci, elle est mobile. Nous allons maintenant parler des marquages. Ils sont nombreux, mais il en manque quelques-uns. Mais j'ai la certitude qu'ils ont pris un Moser original comme modèle. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a des pièces dépareillées. Elles sont pas au même numéro. C'est monsieur de Hong Kong, on reproduit un Moser remonté. Les marquages, il y en manque quelques-uns. Sur la plaque de couche notamment, puisque les après-guerres n'ont pas de marquage, c'est peut-être pour ça. Et les marquages sur le côté gauche, ici, le mode 98, et les numéros de série que nous devrions avoir là. Voilà, c'est les principaux manques, et on a également 0 Waffenheimt nulle part. Maintenant sur les marquages que nous avons. Sur le tonnerre, 27 qui correspond au code fabricant de Herma, et 1939, date de fabrication. J'ai cherché un peu et les deux marquages sont totalement cohérents, mais avec une plaque de couche plate, pas enveloppante comme ici. Donc l'exemplaire de Moser original qui a servi comme modèle a sans doute une crosse après-guerre. Et les numéros de série sur la culasse, comme je le disais, ils sont tous différents. Tout comme sur l'embouchoir, on a un 1940 qui n'est pas une date mais un numéro de série. Et on en a même un à l'arrière du percuteur. Ça c'est du réalisme qu'on demande d'une réplique d'Airsoft. Là il y a mon côté historique qui dit mouah, bravo. C'est réaliste à 80%, c'est déjà super. Même si tout au même numéro, j'avoue que ça aurait été mieux. Non mais sérieux, je dors avec maintenant. Je vais même me baigner avec. Oui, comme ça je vous fais penser à un célèbre Mayor. Je suis une bière. Ich bin der Mayor Königsbier. Mais en parlant de marquage, on en a un qui me choque. Regardez la date sur le kilo des cartouches du chargeur. 1955. Quel dommage. Un anachronisme pour faire de la reconstitution du coup, c'est mort, ça passera pas. Mais ça n'existe déjà pas, des chargeurs comme ça en reconstitution pour Moser. Donc qu'est-ce qui nous fait chier avec des marquages pas réalistes? Ah, ouais mais bon, du coup je suis français, je me dois de ne pas être content et de faire grève. N'empêche, on dirait vraiment un clip de Garand. Manquerait juste 3 cartouches de plus et on l'a le clip. C'est beau, hein. Mais ça reste sympathique, je ne vais pas critiquer l'initiative. Prochaine étape, un chargeur en forme de vrai clip de Moser cette fois, avec certes un peu moins de billes, mais il y a moyen que ça marche. Ou comme on parlait de clip de Garand, imaginez un Garand GBBR avec des chargeurs comme ça. Oh le rêve.
Sur l'extérieur, on remarque un collet au niveau de l'embouchoir qui n'existe pas sur les autres répliques d'Airsoft. Et cet élément est réaliste. Ici, la photo d'un vrai, pour prouver que c'est réaliste. Pour l'upgrade de cette réplique, j'y reviendrai dans une future vidéo, mais il va falloir en passer par là. Les performances de tir, je vous le dis direct, elles sont pas géniales en sortie de boîte. Vous le verrez tout à l'heure, soyez patient. Même si on a un potentiel intéressant. Un accessoire à acheter si vous n'êtes pas assez pauvre? Une bretelle, en cuir comme celle-ci, et c'est une reproduction qui vient d'eBay pour une trentaine d'euros avec frais de port. Parlons maintenant de l'autre truc intéressant sur cette réplique. La lunette. Comme je vous disais, je vous conseille de l'acheter avec la réplique et déjà montée. Après, si c'est pas possible, tant pis, il faudra le faire vous-même. J'avais déjà pu présenter une Repro ZF39 avec support latéral de chez SNT, et elle bougeait un petit peu au niveau du support. Putain, il est léger à côté. Il a genre 1 kg de moins et ça se sent mais beaucoup. Ici le réglage prendra un petit peu de temps, surtout pour la dérive. Encore en hausse, il suffit de tourner le bouton qu'il y a sur le dessus, mais pour la dérive, il faut jouer avec les vis latérales de chaque côté. On vise d'un côté, on dévisse de l'autre. Mais pas trop, parce que sinon on ne peut plus démonter la lunette, parce que ça va bloquer le levier de démontage. Et une fois que c'est en place et que c'est réglé, on ne touche plus à rien. Faites gaffe à bien revisser régulièrement la vis de verrouillage supérieure. Elle a tendance à se dévisser toute seule. Limite, mettez du frein filet. Le grossissement est de x4, comme une vraie. Ah, je peux voir ta mère d'ici. Un grossissement comme ça, je trouve que c'est idéal pour pouvoir mater la voisine et passer pour un gros psychopathe parce qu'il y a le fusil avec. Ou alors, il faut en attacher deux ensemble. Voisine, fifi. Fifi. À savoir, je viens de tester, on ne peut pas installer la lunette avec le collier Repro sur un montage original et inversement. C'est pas bon. Mais du coup, au niveau du support, il y a quelque chose qui me chiffonne. J'ai l'impression qu'au niveau des colliers, ici, ils ont fait un mix entre le montage latéral, où on a des vis, où c'est par demi-coque, et le montage tourelle haute, où là, on a juste une bague. Il n'y a pas de vis intermédiaire. Et après avoir fait quelques recherches, je peux m'avancer sur le fait que, normalement, on ne devrait pas avoir les vis latérales. C'est enfoncé en force dans les colliers, qui sont du coup d'un seul morceau. Corrigez-moi si je me trompe, j'ai un petit doute quand même. Mais sur les photos d'époque que j'ai vues, j'ai pu constater ça. Peut-être un petit défaut de réalisme à creuser. Mais le petit avantage, c'est que vous pouvez mettre une lunette moderne avec. Le support de lunette est monté par 4 vis. 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Quand je les ai reçues, elles n'étaient pas serrées à mort. Je vous conseille de mettre du frein filet, ce serait dommage de les perdre. Et attention, il y a un sens. Les 2 grandes vont à l'avant et les 2 petites à l'arrière, comme en voiture. Parce que si vous faites l'inverse, vous allez rayer et endommager votre culasse. Vous voyez une personne qui a les dents de cheval qui mange une banane? Bah là ça fera pareil. Par contre de base, ma lunette vise un petit peu trop haut, même avec le réglage au minimum. Donc je dois très légèrement contre-viser. Aucune idée de si c'est que pour moi ou pas. Après on peut aussi surélever le canon interne à l'extrémité. À voir, après upgrade évidemment. On peut viser avec les organes de visée classiques, mais ça reste compliqué si la hausse n'est pas à 200 mètres minimum. Sinon en fait on la voit pas dans le trou de la tourelle qui est pratiqué ici. Et je pense du coup que le support ici est un tout petit peu trop haut par rapport à un vrai, d'où les problèmes que je rencontre finalement. La lunette a également ces marquages gravés dans le métal qui semblent être de l'alu. On remarque d'ailleurs qu'elle est peinte, ce qui fait qu'on a une très légère différence de couleur entre la lunette qui est noire et le collier et le reste du corps qui est gris très foncé, puisque c'est des pièces en acier. Et le marquage sur la lunette, comme j'ai pu l'évoquer sur l'unboxing, eh ben il est faux. Il y a une coquille, et je suis sûr que c'est volontaire pour éviter qu'elle ne puisse être vendue comme original ou repro pour un vrai fusil. Puisque les repros pour vrai fusil sont entre 400 et 500 euros. C'est ce que m'avait coûté celle pour le Tanaka. Alors que les repros chinoises, comme SNT ou Ares, sont à peu près à 200 balles. Et je serais curieux de savoir si une repro de lunettes Airsoft peut passer sur un vrai fusil avec du vrai coup de feu. Ça a l'air solide ceci dit. Pour installer votre lunette, lorsque vous la recevrez par exemple, c'est on ne peut plus simple. On met la lunette à 90 degrés par rapport au fusil. Sur la droite, il y a un sens. Puis on fait pivoter. Ça appuie très légèrement sur la lame ressort qu'on a à l'avant. Et il suffit juste de faire rentrer papa dans maman sur le rail à l'arrière. Et une fois qu'on est enclenché, on verrouille avec le petit levier qu'on bascule vers l'arrière. Vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter une boîte de transport pour la lunette, mais ça n'existe pas encore à ma connaissance en reproduction métal. Et j'ai jamais trouvé de photo où la housse de transport pour les lunettes, eh bien elle est en cuir. Donc j'allais sur le fusil de toute façon. On va maintenant passer aux différents tests de tir. D'abord au chronie, puis après sur une cible à 35 mètres, et enfin on passe au test de portée. Le test chronie est à la 0,20 et le reste est à la 0,28.
Le principal défaut de cette réplique, j'ai pu l'évoquer, mais là vous le voyez en direct, c'est sa faible puissance. Alors je sais qu'il existe plusieurs versions disponibles au niveau de la puissance, le ressort qui est fourni avec est différent, mais moi j'ai dû recevoir la version la moins puissante de tout le marché. Il me faudra donc upgrader cette réplique de toute urgence, en mettant un canon de précision, et en changeant le ressort. Et vous pourrez voir ça dans une vidéo future. Maintenant, petit cadeau, voici quelques petites images du fusil en slow motion. Tout donne l'air plus épique au ralenti. Enfin, presque tout. Et finalement, est-ce que c'est le Mauser parfait? Pas encore. Mais on s'en approche très fortement. Donc pour l'aspect extérieur, je le dis, c'est le meilleur jamais créé. Bravo Ares. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager, à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à laisser un petit commentaire aussi pour le référencement. Et puis parce que cette vidéo ne sera sûrement pas monétisée parce que YouTube n'aime pas l'airsoft, je vous invite à me soutenir via mes pages Tipeee ou en devenant souscripteur de la chaîne. Les deux liens sont en description. Je remercie encore Ares pour leur précieux soutien, ainsi que Destockage Games pour leur sponsor. Et je vous invite à découvrir leurs différents liens en description. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut! Well.